Bonsoir à tous et bienvenue au grand rendez-vous sur BB24. C'est la dernière de la semaine et elle est faite de 3 grands plateaux suivis bien évidemment du journal à 19h45 exactement. Prenons déjà l'élan avec la météo. C'est bien sûr le grand rendez-vous sur BB24. Nos petits-enfants pourront voir les cocotiers d'aujourd'hui. On est tenté d'y croire vu donc les dispositions désormais en vigueur au Bénin. Plus d'abattement de cocotiers au Bénin, nature et bien-être en fait sont sujet du jour. Comme le rêve américain, il existe également le rêve béninois. C'est ce que pense l'auteur béninois Abdou Walid Agro. Il est l'invité de Horizon Culture aujourd'hui. Avec lui, on essaiera bien sûr de nous mettre sur ce chemin du rêve béninois, selon lui, dans un instant. Et puis, on parlera également activisme social aujourd'hui avec l'ESPER. Il paraît que c'est le tam-tam du peuple. Oui, à travers donc l'activisme social, le peuple s'exprime et dit bien sûr ses besoins tout simplement. On aura le temps d'aller en détail de ce sujet dans un instant sur ce grand rendez-vous. Et comme vous le savez, le grand rendez-vous, c'est également le journal et ça vient aujourd'hui à la même heure, comme d'habitude, 19h45 à la présentation. C'est bien sûr Ulvaeus Balogun. Bonsoir Ulvaeus. Bonsoir Asium. On se retrouve ce vendredi soir. Et là, l'actualité, c'est quoi déjà au niveau du service info BB24? Eh bien, l'actualité, c'est que le Bénin va abriter bientôt le Centre international de recherche au changement climatique. C'est un projet porté à la COP22 et dont les objectifs ont été présentés aux pays africains présents cette fois-ci à la COP24 en Pologne. On parlera également de ces nombreux hommes d'affaires chinois qui ont établi à Cotonou un pont de partenariat en vue de promouvoir les échanges commerciaux entre la Chine et le Bénin. C'est à l'occasion d'un forum d'affaires et d'investissement. Et enfin, 4 Béninois sur 10 utilisent aujourd'hui les services financiers numériques, ce qui était pratiquement inconnu du public il y a 5 ans. Avec l'avènement de la monnaie électronique au Bénin, la finance digitale devient la clé du développement économique. Voilà, Siom, l'essentiel de l'actualité de ce soir. Merci beaucoup à vous déjà pour la présentation des titres. Ulvaeus Balogun. On vous retrouve tout à l'heure à 19h45, dans environ 40 minutes, on peut le dire ainsi déjà. Allez, à tout à l'heure donc. Ulvaeus, on continue avec vous, chers téléspectateurs. On ouvre les plateaux et j'ai déjà sur ce plateau, bon, je dirais bien installé Amandine Aniabossou et son invité pour parler des cocotiers. Oui, cocotiers qu'on n'abattra plus. Oui, désormais, au Bénin. C'est comme ça que c'est dit. On y va tout de suite. Nature et bien-être.
cocotiers dans la nature pour quoi exactement dans notre bien-être? On aura question, en tout cas le temps de vous répondre dans un instant. Oui, les cocotiers, on ne les abat plus désormais au Bénin. C'est là les nouvelles dispositions en vigueur au Bénin, parlant bien sûr de la loi concernant l'environnement. Plus d'abattement de cocotiers au Bénin. On en parle bien sûr avec M. Gauthier Amoussou, qui est le coordonnateur national de l'ONG Eco Bénin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Bonsoir Madina Niabossou. Bonsoir à vous, Assum Gaba. Oui, vous aimez le coco vert, je le sais, surtout le jus de coco. Voilà. Vous aimez vraiment ça, mais je dirais que c'est une joie pour vous, on peut le dire ainsi. Oui, on peut dire que c'est une joie prenne parce une que, telle décision. Voilà, le Conseil des ministres du mercredi 12 décembre dernier a décidé d'interdire l'abattage, disons anarchique des cocotiers. Donc on ne peut plus abattre les cocotiers sans autorisation. Et moi, j'ai bien envie de demander à M. Amoussou pourquoi on ne doit pas couper les cocotiers. Oui, d'abord nous saluons cette mesure que le gouvernement a prise. Et la mesure est la bienvenue et est très opportune parce que les cocotiers jouent un grand rôle dans nos écosystèmes côtiers. Voilà. Vous savez, le long de nos plages, n'importe quelle espèce, vous plantez n'importe quoi, ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas parce que nous avons du sable, nous avons du sel. La texture de cet écosystème-là, de ce sol, ne favorise pas le développement de toutes les plantes. Mais fort heureusement, nous avons les cocotiers qui sont des types de palmiers qui poussent très bien dans ces zones qui sont des zones tropicales chaudes et humides. Et les cocotiers s'adaptent très bien à ces écosystèmes-là et poussent à ces niveaux et nous procurent beaucoup d'ombre. Sans imaginer notre plage là, nos plages là sans cocotiers, il fait très chaud. Même si c'est très agréable d'être à la plage, mais à un moment donné, compte tenu de la luminosité, on veut un peu être à l'ombre. Et les cocotiers sont les moyens naturels les plus faciles pour être à l'ombre. Voilà, donc cette nouvelle qui vient de tomber est très très saluée par nous ONG qui défendons la cause environnementale. Mais il faut dire que quand même il y a une loi qui existe déjà dans le domaine. Il y a la loi, je crois, de 2 juillet 1993 qui protégeait déjà ces cocotiers. Malgré cela, on assiste à des coupes anarchiques. Qu'est-ce que cette décision vient changer? Alors, il faut dire que les cocotiers, comme je disais tout à l'heure, jouent un grand rôle pour les humains d'abord. Si vous permettez, je vais revenir un peu sur l'importance du cocotier, oui, parce que c'est appelé l'arbre au sans usage. L'arbre au sans usage. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez toutes les parties du cocotier qui ont un rôle important pour l'homme. Lorsque vous prenez déjà les feuilles, les branchages de cocotier, vous avez vu le long de nos plages, les gens font des apatames, des hangars. Alors vous prenez le lait du coco. Alors le coco, quand c'est arrivé complètement à maturité, avec l'amande, on produit de l'huile, on produit des laits de corps. C'est beaucoup utilisé dans les cosmétiques. Lorsque vous prenez les fibres de coco, on fabrique des matelas, on fabrique des brosses, on fabrique beaucoup d'objets dans la décoration. Alors, et les cocotiers sont aussi naturellement un arbre décoratif, très beau. Et lorsque vous allez au niveau du tronc de cocotier, c'est un bois qui est résistant à un certain nombre d'insectes et quand c'est traité, utilisé dans la construction, c'est très durable, c'est très résistant. C'est pour ça que les gens aiment beaucoup plus couper les cocotiers pour faire les chapons. Oui, malheureusement, c'est ça. Cette force de cocotier joue contre lui au Bénin et ça joue contre lui parce que, disons, nos gouvernants qui ont voté cette loi 93-09 depuis le 2 juillet 93, n'ont pas su immédiatement lancer la mise en application.
lorsque nous prenons les lois, c'est pour le bien de nos communautés, c'est pour le bien de notre environnement. Et donc, la loi dit que les essences demeurent protégées, toute essence à croissance lente, qui a un but médical ou scientifique, protégée. Même les essences qui sont plantées par nous-mêmes, il y en a qui sont que le gouvernement, que le législateur a reconnu comme protégées, et son abattage doit être soumis à une autorisation des forestiers. Et quand ce n'est pas respecté, la loi s'applique à vous, c'est une infraction et c'est passible d'amende et d'emprisonnement. On pourra revenir tout à l'heure sur ça. Maintenant, dans quel cas on peut abattre un cocotier? Aujourd'hui, on ne peut plus le faire comme on le veut, mais il y a de ces cas où on peut abattre un cocotier. Oui, la loi a prévu les conditions dans lesquelles aussi il faut abattre un cocotier. Lorsque vous êtes propriétaire d'un cocotier ou bien d'une cocotière et que les cocotiers, vous savez, ont un cycle. Ça produit jusqu'à 70 ans. Donc, lorsque il faut attendre 70 ans. Non. En fait, ça commence à partir de 5 ans et produit, donne des fruits jusqu'à 70 ans. Voilà. Donc, vous pouvez jouir de votre cocotier pendant 70 ans, imaginez. Si vous avez planté ça quand vous aviez 20 ans, donc, à 90 ans. À 90 ans, vous pouvez encore continuer à jouir de ça. Alors, si vous êtes encore vivant. Alors oui, mais donc, quand ça arrive à ce niveau-là, voilà, on peut demander à couper le cocotier. Ou bien si le cocotier vous crée certains ennuis, ou bien vous ne souhaitez plus avoir les cocotiers là où vous les avez mis, vous pouvez demander à les abattre. Mais il faut aller voir le forestier, demander une autorisation. C'est-à-dire la que condition... le cocotier que j'ai chez moi, oui? Avant de l'abattre, je dois avoir l'autorisation d'un forestier. Oui, mais bien sûr, parce que cet arbre est protégé. Par la loi. C'est protégé par la loi. Et si vous l'avez planté aussi, vous l'avez planté dans un objectif donné. Et cet objectif, après, l'objectif est d'abord individuel, mais ça devient global. Parce que vous savez que les arbres permettent de capter le CO2 et donnent de l'oxygène à tout le monde et jouent un rôle important dans le cycle de l'eau. C'est grâce aux forêts que nous avons régulièrement la pluie, nous avons de l'oxygène sur Terre et que nous vivons. Donc, quand vous plantez un arbre, vous contribuez, disons, au bien-être mondial. Et donc, imaginez que vous levez, vous mettez en danger le bien-être mondial. Donc ça ne peut pas être permis. Et donc, le gouvernement a bien fait. Les gens ne plus planter. Ça va créer des réticences, à planter des cocotiers désormais au Bénin. Est-ce que cette loi-là ne va pas créer non, pas du tout. Situation? Pas du tout, puisque les gens avaient l'habitude de planter les cocotiers de façon volontaire parce ils vendent beaucoup les cocos à notre grand voisin, le Nigeria. Ceux qui en ont à la maison, ceux qui plantaient à la maison au portail et tout, mais il peut y avoir des réticences désormais. En fait, la loi n'interdit pas. La loi dit, pour couper, il faut avoir une autorisation. D'accord. Donc, il faut juste se conformer. Voilà, il faut avoir une autorisation. Il faut aller voir les forestiers et dire, voilà, moi je veux couper mes cocotiers. Et si le forestier dit non, vous ne pouvez pas couper? Ah oui, si le forestier peut dire non, vous ne pouvez pas couper. Et s'il dit non, il a dit non. Alors donc, c'est la loi. Et c'est nos représentants, c'est nos dirigeants qui ont dû faire cette loi à un moment donné parce qu'un diagnostic a été posé. Et la solution a été de protéger cette espèce-là. Et cette espèce-là, lorsque nous prenons aujourd'hui la route des pêches, que le projet route des pêches que nos dirigeants vendent depuis plusieurs années comme grand projet touristique, est, disons, basé sur le charme que donnent les cocotiers sur cette plage. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand on va sur cette route des pêches, les cocotiers sont, je ne sais pas, peut-être plus de la moitié sont partis. Alors, quel est le charme qu'on veut vendre aujourd'hui? Qui est-ce qui ne veut pas aller à la plage et aller s'abriter à l'ombre? Qui est-ce qui veut aller à la plage et ne veut pas boire du lait de coco? Nous tous, nous voulons ça. Mais donc, il faut encadrer, Je pense que
ce n'est pas qu'on interdit aux gens, mais il faut encadrer les gens. Il y a plein d'espèces aujourd'hui qui se prêtent à la construction, qui sont utilisées comme des chandelles. Nous avons le teck, l'acacia, nous avons plein d'espèces dans le sud du Bénin qui sont plantées, qui sont utilisées, qui sont même à des prix très abordables. Qu'on peut utiliser à la place de ces cocotiers qui nous procurent tous du bien. Mais oui, mais imaginez, bon, les riverains, bon, se disent on a le cocotier, pourquoi aller loin? Bon, on cherche la facilité. Oui, et cette facilité-là, nous devons désormais travailler au Bénin à ce que, oui, tout le monde veut la facilité, mais il faut de la mesure dans la facilité. Les cocotiers, imaginez, lorsque vous avez un grand vent, nous avons de grandes tornades qui s'abattent sur des côtes, Oui. Et qu'il n'y a pas de cocotiers, je pense que tout le monde connaît les dégâts. Oui, Et donc, ces espèces-là jouent un très grand rôle. Vous allez voir, il y a certains oiseaux qui ne vont que aller sur les cocotiers pour butiner les fleurs, parce que c'est ça qui est leur nourriture. Il y a des animaux qui ne vivent que dans ces milieux-là. Donc, les cocotiers ont un grand rôle sur la protection de nos côtes, pour la protection de nos populations elles-mêmes et pour le bien-être de nous tous. Mais il faut dire également que la mesure elle est valable pour toutes les espèces de flore, surtout en milieu urbain. Donc, ce n'est pas seulement les cocotiers qui sont concernés par cette mesure du gouvernement. Oui, exactement. Et nous voudrions demander au gouvernement de profiter, les ONG demandent au gouvernement de profiter de cette mesure pour aller encore plus fort. Il ne faut pas qu'on s'arrête sur les cocotiers. Nous avons plein d'espèces locales, endogènes. Vous voyez aujourd'hui certaines espèces comme l'iroko, le samba, certaines espèces qui sont utilisées même pour fabriquer les pirogues qui ont disparu. Oui. Alors, où est-ce qu'on veut trouver le bois pour fabriquer les pirogues? Alors, et si le pêcheur n'a pas les pirogues, comment est-ce qu'il va aller à la pêche? Et comment nous aurons du poisson? Alors, et comment est-ce que nous aurons du poisson? Donc, tout est lié. Nous sommes dans des écosystèmes. Il y a les acacias en milieu urbain qui sont carrément massacrés. Hein. On utilise la peau des troncs et tout le reste. Oui, exactement. C'est massacré carrément, donc il va falloir aussi encadrer tout ça. En fait, tout ça est déjà encadré dans la loi. Nous demandons au gouvernement d'appliquer les lois relatives à la biodiversité, à nos forêts, à nos animaux. Il faut appliquer les lois. Donc, nous félicitons le gouvernement pour être revenu sur cette mesure, mais nous demandons que cela ne s'arrête pas là, que toutes les espèces qui sont protégées de faune ou de flore, qu'on les prenne au sérieux et que ces lois-là soient vraiment bien appliquées. Et n'oublions pas aussi que les cocotiers sont devant les mangroves, juste derrière, et que les mangroves aussi sont massacrés dans des zones données, et que le gouvernement qui a pris des mesures depuis le 26 octobre 2016 n'a qu'à aider les structures locales opérationnelles à appliquer ces mesures. Merci beaucoup à vous, M. Amoussou. Merci à vous aussi. Merci, M. Gauthier Amoussou. À très, très bientôt. Oui. Et bien des choses à vos collaborateurs au niveau de l'ONG Eco Bénin. On salue également toutes les autres structures ONG qui s'occupent de la protection de l'environnement au Bénin. Merci à vous, Amadine Aniabossou. On se donne rendez-vous vendredi. Bon, sinon on se lundi avec lundi, Amadine. Oui, mais lundi encore pour Nature et Bien-être. Pour Nature et Bien-être. Oui. On reste avec vous, chers téléspectateurs. On va scruter un peu le rêve béninois. Oui, on va rêver, un peu dream, pourquoi pas, sur ce grand rendez-vous. C'est Horizon Culture. Le rêve béninois, qu'est-ce que c'est en réalité? Bon, on parle souvent du rêve américain, mais vous nous parlez du rêve béninois. Abdou Walid Agro, bonsoir. Bonsoir Choumgaba, merci de m'avoir invité à ce plateau et très heureux également de retrouver les téléspectateurs. C'est vrai que c'est dans un essai que vous l'avez exprimé, ce rêve. Je ne sais pas si vous avez rêvé du Bénin ou si vous avez lu un peu dans la pensée des Béninois. C'est quoi en réalité? Qu'est-ce qui a inspiré cet essai? Justement, l'inspiration de l'écriture de cet essai, tel que vous avez commencé à le dire d'ailleurs,
est venue de l'obligation, du devoir, de la responsabilité citoyenne que je me dois d'assumer en tant que jeune béninois, en tant que jeune qui se réclame actif, et qui donc a le devoir de se battre pour le développement de ce pays. Pour se battre pour le développement d'un pays, il faut le faire à travers le rêve et ensuite accompagné par des actions. Et donc, le rêve béninois, c'est pour moi l'idéal, la promesse que nous devons en réalité, en tant que Béninois, tenir pour notre temps non seulement, mais pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir des générations qui vont nous succéder. Donc, voilà de façon plus globale d'où je tire l'inspiration de cet ouvrage. Cet ouvrage, Le rêve béninois, beaucoup se demandent, mais c'est quoi? Le rêve américain, on sait ce que c'est en réalité. Pour le béninois, c'est quoi? Quel est le contenu? Justement, le rêve américain, tel que vous l'avez dit, le rêve béninois, les deux ne devraient pas être loin l'un de l'autre, parce qu'il s'agit, lorsqu'on parle des États-Unis, il s'agit d'une nation, lorsqu'on parle également du Bénin, il s'agit d'une nation, et donc le rêve, que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, comme au Bénin, devrait en réalité être les fruits que nous voulons que nous, notre génération, puisse laisser aux générations qui vont venir. C'est-à-dire que lorsque nous sommes au Bénin, nous devons avoir la chance de dire que nous avons un rêve et de voir, à force de travailler, la concrétisation de ce rêve-là, quel que soit notre domaine et quelle que soit la génération à laquelle nous appartenons en réalité. Alors, lorsque vous êtes dans le domaine de la culture, qu'est-ce que la culture apporte au Bénin pour que le Bénin puisse rayonner de par la richesse de nos us et coutumes, de nos traditions? Lorsque nous sommes dans le domaine des technologies, de l'information, de la communication, est-ce qu'on rêve que un jour, à l'instar de la Corée du Sud, que nous puissions avoir des télévisions made in Bénin un peu partout dans les foyers du monde? C'est de ça qu'il s'agit. Le Bénin de demain, le Bénin qui permettra non seulement aux citoyens d'ici de rêver de la splendeur, de voir de la fierté, d'avoir la liberté, d'avoir l'espérance. C'est de ce Bénin-là qu'il s'agit. Alors, ce Bénin, vous avez parlé des télévisions made in Bénin et tout. C'est vrai, on n'a pas le pétrole au Bénin. Mais d'aucuns disent que nous avons les idées. On n'a pas le pétrole, mais on a les idées, on a notre culture. Le rêve béninois doit se baser sur quoi, en réalité? Justement, les rêves, c'est d'abord les idées et en plus les actions, quels que soient les domaines. Voyez-vous, lorsque je prends à tout hasard le domaine de l'éducation, les Béninois ne sont pas les moins intelligents de l'Afrique, bien au contraire, rayonnent un peu partout lorsqu'ils se retrouvent dans les conditions normales de réflexion. Ils le font. Qu'est-ce que nous voulons tirer comme produit du système éducatif béninois? Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons des Béninois qui, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, s'ils sont littéraires, qu'ils soient à même de gagner des prix Nobel de littérature, s'ils sont chimistes, qu'ils soient à même de gagner des prix Nobel de chimie, s'ils sont sportifs, qu'ils rivalisent avec les futurs Usain Bolt sur les pistes d'athlétisme aux Jeux Olympiques? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que nous devons mettre comme ingrédient aujourd'hui dans le panier de l'éducation béninoise pour que demain nous puissions avoir le type d'homme dont nous rêvons? Lorsque nous prenons le domaine de la culture, qu'est-ce que nous faisons des richesses culturelles et culturelles qui nous ont été léguées par nos parents? Comment est-ce que nous pouvons travailler cette richesse-là pour que nous puissions être à même de la vendre à la face du monde? Lorsque nous allons dans le domaine de la gouvernance, qu'est-ce que nous devons avoir comme comportement lorsque nous avons la chance d'avoir à porter ne serait-ce qu'un petit bout de la destinée de notre pays en tant que dirigeant? Lorsque nous sommes dans l'administration, qu'est-ce que nous devons faire pour que l'administration du Bénin puisse être une administration de rêve qui accompagne le développement? Donc, dans chacun des secteurs névralgiques de notre pays, c'est ce que nous devons aujourd'hui y mettre pour que nous puissions tenir les promesses des générations à venir, parce que tel que je l'ai dit à l'entame de l'avant-propos de l'ouvrage, chaque génération porte pour elle, et surtout pour l'avenir, les défis de son temps. Quels sont aujourd'hui les défis de notre génération? Comment est-ce que nous abordons ces défis-là? Et
Qu'est-ce que nous voulons que ces défis, après avoir été concrétisés ou relevés, apportent pour les générations qui vont nous suivre, les enfants de nos enfants. Aujourd'hui, il y a des pays dans lesquels on ne rêve plus, où on ne travaille plus de façon plus essentielle pour la génération qui est là. Parce que la génération qui est là a déjà tout, pratiquement. On essaie juste d'ajuster. On travaille pour l'avenir. Ça dit que pour le moment, nous travaillons pour la génération actuelle, c'est cela? Oui, pour la plupart du temps, on n'a pas une bonne qualité d'éducation, nous ne savons pas valoriser valablement nos valeurs culturelles, nous ne savons pas utiliser les technologies de la communication. Nous sommes là pour consommer, vous voyez. Nous n'exploitons pas le gisement ou les gisements. Alors, dans une telle situation, quel doit être notre rêve? Le rêve... C'est ça que vous avez mis dans... Justement, c'est pour ça que j'ai commencé à dire que le rêve béninois, en réalité, il existe. OK. Il existe. Tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de l'approprier. Okay. De savoir en réalité qu'est-ce que nous voulons. Il ne s'agit pas d'un plan de développement stratégique dans un domaine donné sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis ça s'arrête là. Il s'agit du type de Bénin que nous voulons pour 50 ans, pour 100 ans, pour 2 siècles, pour 3 siècles, et ainsi de suite. Nous devons, comme l'architecte le fait, nous devons bâtir le statut de ce que nous voulons, le Bénin. Est-ce que nous voulons dans 50 ans que le Bénin soit un pays où on a des champions du monde en athlétisme, on a une équipe de foot qui remporte la CAN ou qui remporte la Coupe du Monde? Est-ce qu'on veut avoir une université qui produit des prix Nobel de littérature ou de mathématiques? Est-ce qu'on veut avoir un système sanitaire où, si, quelle que soit la maladie, on peut sauver? Maintenant, dès lors que nous avons cette architecture-là, qu'est-ce que nous devons sacrifier aujourd'hui? Quel est le chemin par lequel nous devons aller pour matérialiser ce rêve-là? C'est en quelque sorte. Et on le sait pour la plupart du temps. Comme l'a dit Obama, nous sommes le rêve de nos pères. Merci. Nous sommes le rêve de nos pères. Nous sommes là pour concrétiser ce que nos pères ont commencé, et peut-être ceux qui n'ont pas commencé, mais dont ils ont rêvé. Oui. Et maintenant, commencer à bâtir l'avenir de ceux qui vont venir. Notre génération doit rêver aujourd'hui pour la génération à venir. C'est ça ce que vous dites aujourd'hui. Mais pour le moment, cette génération, vous l'avez dit, vous avez décrit la situation dans laquelle elle vit. C'est un peu... Est-ce que ça permet de rêver en réalité aujourd'hui? Oui, ça permet de rêver. Oui, je peux être bizarre par la réponse que je m'avais donnée. Nous avons le devoir de rêver. Ah, oui. Nous avons le devoir. On a le devoir de rêver. Mais est-ce qu'on peut? Pourquoi ne pas? Lorsque vous avez le devoir, ça veut dire que vous n'avez plus le choix en réalité. Donc notre seul devoir aujourd'hui, c'est de rêver. C'est de savoir que nous devons aller vers l'espérance et la liberté. Le Bénin doit être un pays dans lequel, lorsque l'on se lève et que l'on est prêt à se sacrifier, à donner le meilleur de soi-même, que l'on soit à même de se dire également qu'on aura ce que l'on veut. Oui. Il y en a aujourd'hui forcément qui veulent travailler, mais qui n'ont pas l'opportunité de travailler. Vous voyez? Voilà. C'est à cause d'un système qui est là, qui est peut-être pérennisé, entre griffes d'un cercle vicieux qui tourne, qu'on peut toutefois corriger, et l'on le sait. C'est peut-être parce que l'on ne s'assied pas, et que je le dis, pour bâtir une grande fondation pour toute une nation. Parce que le problème, c'est quoi? Est-ce que nous avons la conscience de la nation au Bénin? Est-ce que nous avons la conscience que nous sommes un et indivisible peuple? Que nous avons le devoir de travailler ensemble pour préparer les victoires communes que nous devons. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, et penser à ceux qui vont venir après nous. Après nous. Alors pour un jeune béninois qui lit votre essai Le rêve béninois, préfacé de Espédi Ologou, est-ce qu'il peut vraiment rêver? Est-ce qu'il peut avoir les outils qui lui permettront en réalité de rêver? Savoir quoi espérer, quoi préparer pour la génération future aujourd'hui. Justement, vous avez dit tout à l'heure que j'ai essayé de décrire tant soit peu les conditions dans lesquelles nous vivons actuellement. Oui, je l'ai ébauché, mais je l'ai fait davantage ou plus amplement dans mon premier ouvrage intitulé « Non, je refuse », que j'ai publié en 2016. Okay. Nous sommes dans une situation sociopolitique économique qui véritablement ne permet pas
aux Béninois d'être fiers ou de vivre réellement, même, quand bien même il essaie d'exister. Vous voyez, donc, à travers cet ouvrage, le rêve béninois, c'est plus la réponse au premier essai que j'ai écrit. Non, je refuse. Ici, je fais des propositions, je pose les béquilles, je pose les fondations. J'appelle maintenant chacun des Béninois à porter ce rêve-là, parce que nous devons être, autant que nous sommes, nous devons être un maillon de la chaîne qui, normalement, doit constituer le rêve béninois. Donc, nous devons aller chercher quelle est notre part dans le rêve béninois. Quel est notre domaine de travail? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que dans ce domaine, si nous sommes enseignants, comment est-ce que nous pouvons nous arranger pour que nous soyons dans 20 ans, dans 30 ans, à même de voir sur l'écran qu'on a formé des gens qui sont devenus prix Nobel de littérature. Moi, avec une grande fierté, je donne cela comme exemple, j'ai rencontré mon professeur de terminale qui m'a gardé il y a cela 13 années. Je l'ai rencontré la semaine dernière. J'en étais fier parce que l'anglais qu'il m'a enseigné m'a permis de voyager pour aller aux États-Unis pour le prestigieux programme Mandela Washington Fellowship. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on peut avoir des professeurs de sport qui aujourd'hui travaillent et que demain seront fiers de voir des Béninois remporter les Jeux Olympiques? Donc, à travers les 6 chapitres, c'est un opuscule, les 6 chapitres de cet ouvrage, que sont au début sera le rêve, il faut partir d'un rêve, un destin commun, c'est-à-dire la conscience de la nation dont j'ai parlé, l'éducation qui doit être notre plus puissante arme. Nous avons notre culture que nous devons une fois encore travailler, le leadership d'État, c'est-à-dire la gouvernance, et enfin la liberté dont nous rêvons. Donc à travers ces chapitres, le lecteur pourra savoir comment prendre et exécuter son rêve. Merci beaucoup à vous, Abdou Walid Agro, pour le rêve béninois. En tout cas, si vous rêvez d'un Bénin prospère, d'un Bénin dont tout le monde sera effectivement fier, lisez le rêve béninois de Abdou Walid Agro. À très bientôt. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Allez, on continue avec vous, chers téléspectateurs. Toujours le grand rendez-vous, on va parler cette fois-ci d'activisme social. Oui, ça aide beaucoup plus la société, bien évidemment. C'est le tam-tam de la communauté, l'activisme social. C'est sur l'espère. Nous parlons activisme social ce soir avec l'ESPER. Et là pour non, oui, c'est une experte si vous voulez. Ariane Diallo, bonsoir. Bonsoir. Activiste social, l'activisme, le tam-tam du peuple. Vous acceptez une telle définition, vous? Oui, bien sûr, parce que l'activiste, il ne se bat pas pour lui-même. Il se bat surtout pour les autres, pour la communauté. Donc, le tam-tam du peuple, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, quelles sont les particularités de l'activisme social? Alors, l'activisme social a pour particularité de se consacrer aux thématiques qui ont lien avec la vie des gens, la vie des communautés, des villages, des familles, des groupes, etc., des groupes vulnérables surtout, et cela à travers certaines problématiques, certains problèmes récurrents qu'ils rencontrent. Donc c'est cela en fait l'activisme social, c'est se battre pour participer à l'amélioration des conditions de vie des vulnérables. Des vulnérables surtout, et ça dit que ce sont les vulnérables eux-mêmes qui se lèvent pour s'exprimer, ou c'est quelqu'un d'autre, un activiste qui se lève, qui remarque peut-être leur état de vulnérabilité et qui lance peut-être une campagne. Au début, dans l'histoire, l'activisme, il s'agissait surtout de parler au nom des autres, d'être la voix des sans-voix. Mais aujourd'hui, l'activisme a un peu évolué et non seulement on n'est plus ces gens-là qui prennent le devant, qui parlent, qui défendent les autres, mais aussi on donne l'opportunité aux autres de pouvoir se défendre eux-mêmes. L'autonomisation est aujourd'hui un champ de bataille et donc vous comprenez que l'activiste est passé du rôle des veilleurs, de simples veilleurs de conscience à celui de la personne qui travaille, qui met la main à la pâte réellement à côté des gens. À côté des gens. Alors, vous avez quand même fait un parcours dans ce
dans ce système, on peut Bien le dire sûr, ainsi, bien sûr. l'activisme social. Parlez-nous un peu, vous, de votre expérience, ce que vous avez déjà eu à faire en la D'accord. matière. Il faut dire que c'est parti déjà de très très loin. Quand j'avais 11 ans, j'ai dit à mes parents que je serais assistante sociale parce que je voulais aider les adolescents. Quand je serais grande, je voulais aider les élèves, les collégiens, être la tata qui reçoit les confidences, qui les aide et tout. Mais là, j'ai été rattrapée par le rêve que j'avais à 8 ans. Je suis devenue journaliste et depuis 2 ans, j'ai mis un point, pas un point final, non, un point virgule à ma carrière de journaliste. Et je me suis pleinement engagée auprès des femmes, auprès des enfants handicapés et auprès des jeunes filles vulnérables. Les femmes, les enfants handicapés, les jeunes filles les vulnérables. Jeunes filles vulnérables. Oui. Et vous avez eu à faire quoi déjà de façon... De façon concrète avec les enfants handicapés, j'avais mis sur pied l'année dernière une grande activité d'éveil, d'épanouissement et d'inclusion des enfants handicapés parce qu'il faut qu'ils soient acceptés par la société pour pouvoir développer les capacités, les talents et les dons qu'ils ont en eux. Ça s'appelait Métamorphose. Okay. Nous n'avons malheureusement pas pu le faire cette année parce que franchement, les sollicitations étaient trop nombreuses et je n'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu de faire. Oui, parce que quand vous le dites, quand vous lancez peut-être une campagne, vous l'avez dit, oui. Les sollicitations étaient nombreuses, voilà. Mais il n'y avait pas les moyens pour le supporter. Les moyens donc, aussi, voilà. L'activiste manque aussi de moyens pour accompagner. Voilà. Et le rôle de l'activiste, c'est aussi d'aller chercher ces moyens-là. Okay. Aujourd'hui, il faut pondre des dossiers. Il ne suffit pas de voir les gens, oui, nous avons envie de faire telle chose. Il faut savoir rédiger un dossier de projet. Il faut savoir les portes auxquelles il faut taper pour faire passer des projets, pour pouvoir obtenir des financements et en faire bénéficier les autres. En attendant que les financements viennent, on met la main à la poche nous-mêmes. Ah oui. Ben, bien sûr. Ah ben, on voit qu'ils lancent peut-être des pétitions. Voilà. On vous demande de signer telle pétition et tout. Est-ce que ce sont des arguments, par exemple, pour motiver peut-être les bailleurs de fonds ou ceux qui peuvent financer. Oui, vous savez, quand les bailleurs, j'aime pas trop ce nom, je vais dire plutôt les partenaires financiers, quand ils décident de vous suivre, de vous accompagner sur un projet, ils ne le font pas parce que vous avez la langue mielleuse, mais ils essayent de voir un peu votre parcours, les engagements non motivés par des salaires que vous avez pris, ils suivent un peu les traces que vous avez laissées. Donc, par exemple, que vous ayez participé à telle campagne, en signant des pétitions, en écrivant des courriers, en saisissant les gens, en attirant l'attention sur ceci ou sur cela. C'est des choses qui peuvent décider pour vous un beau jour. Vous savez, il ne faut pas le faire en espérant être remarqué. Quand vous le faites en espérant être remarqué, ça rate. Vous allez vous retrouver déçu très tôt. Faites-le avec le cœur. On ne devient pas activiste en fait. Il y a des signes qui montrent que quelqu'un est né activiste. Quand vous êtes quelqu'un qui se révolte contre la justice, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche, quelqu'un qui n'a pas peur de dire la vérité aux gens, on peut dire que vous avez déjà une âme d'activiste. Et il faut juste que l'élément catalyseur se déclenche pour que vous passiez de l'autre côté et que vous deveniez activiste. Parce que c'est des questions que moi je me pose souvent quand je vois des campagnes lancées où tu vois des milliers de gens sortis dans la rue et tout, je me demande mais quel est le soutien qui est derrière tout ça? Les politiques pensent que peut-être c'est les opposants, voilà, les autres se disent non, c'est les mouvanciers et puis ainsi de suite. Encore que dans nos pays, on n'a pas vraiment la fibre activiste. Vous savez, quand on dit aux gens, il faut que les enfants connaissent leurs droits, il faut apprendre leurs droits à l'enfant, c'est des choses qui vous forgent et qui vous forment pour demain. L'un des intérêts à ce qu'un enfant connaisse ses droits, c'est que quand il sera grand, il connaîtra ses droits et ses devoirs de citoyen. Il sait que, tiens, telle chose qui s'est passée dans ma communauté, c'est hors de la norme. Il faut que je sorte dans la rue, par exemple, pour faire une marche. Il faut que je prenne un courrier. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'approchent, ils se plaignent de façon déguisée. Ils ont été victimes, mais ils ne veulent pas porter plainte. Je dis, mais tant que vous-même,
vous n'avez pas compris que vous avez un droit à revendiquer, ça va être difficile pour moi de vous pousser. On n'oblige pas quelqu'un à bénéficier, à jouir de son droit, mais on l'accompagne quand il a la décision. Donc vous voyez, dans nos pays, les grands mouvements spontanés en connaissance de ses droits et devoirs, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. On y travaille. Ça, c'est vrai. Il le faut en réalité, parce qu'il va falloir avoir l'information pour savoir sur quel bout il faut donc sauter pour lancer ces campagnes. Alors, d'activité actuellement, quelle est la campagne actuellement, qui est en cours? oui, mon cheval de bataille s'appelle Solidier. Solidier en langue fond, ça veut dire voici la voie de l'avenir. Solidier. Voilà. Ah, d'accord. Cela veut dire voici la voie de l'avenir. Et en fait, c'est un programme. C'est un programme que j'ai initié en faveur des jeunes filles scolarisées vulnérables. Alors, une jeune fille scolarisée vulnérable, c'est qui? C'est une jeune fille qui va à l'école, mais si des précautions ne sont pas prises le plus tôt possible, elle risque de ne pas continuer d'aller à l'école à cause de certains facteurs sociaux. La pauvreté des parents, la sexualité irresponsable, les harcèlements sexuels, etc. etc. Donc, Solidier prend ces filles-là, on ne va pas dire récupère parce que ce n'est pas des filles qui sont non plus dévoyées, non, mais on prédit que si rien n'est fait, elles risquent de tomber de l'autre côté. Donc, on les prend en charge, on les forme en matière de leadership, de projet de vie, tout ce qui est lutte contre le harcèlement sexuel, l'éveil du leadership, l'envie de réussir et de devenir quelqu'un dans la société. On leur insuffle ça. Après, on leur donne de petites formations en comptabilité basique pour qu'elles sachent quand même comment on peut gérer un petit business. Parce que la finalité, c'est cela. Étant donné que la pauvreté est l'un des premiers facteurs qui font que les filles quittent l'école, se marient trop tôt, tombent enceintes, etc., on se dit qu'il faut qu'elles puissent elles-mêmes avoir un pouvoir sur leur vie, avoir un pouvoir sur leur étude en participant à leurs frais scolaires. Donc, on en fait des micro-entrepreneurs en réalité. En réalité. Et ça marche, ça a commencé depuis quand? On a commencé les dernières vacances, on a commencé au mois d'août. Elles ont été très assidues et en octobre, nous avons doté 12 d'entre elles de kits commerciaux, c'est-à-dire qu'elles avaient leur grande caisse en plastique protégée, un certain nombre de kilos de farine de blé, 2 litres d'huile d'arachide et les nécessaires pour fabriquer des petites pâtisseries parce que c'est ce que chacune est partie dans son environnement pour voir ce qu'elle pourrait vendre facilement. Donc d'autres ont dit moi je vais faire des petits gâteaux, les autres les petits cailloux, d'autres c'est des savons de lessive. Il y a aussi 2 garçons parmi elles qui ont quand même, on ne pouvait pas les rejeter parce que l'objectif ce n'est pas de défavoriser les filles au détriment des garçons. Donc du moment où ils ont dit ça me plaît, je les ai intégrés, donc ils ont suivi jusqu'au bout. Donc il y a aussi les savons de lessive. Actuellement on est dans le suivi pour que cela puisse donner que d'ici 3, 4, 6 mois, qu'on puisse faire le point des économies et qu'on puisse passer à la phase 2 et maintenant demander plus de financement. À des jusque-là, je l'ai fait de mes poches avec des amis qui m'ont aidé. Et donc, si cette phase pilote-là marche, on pourra maintenant aller vers des partenaires. Vers des partenaires. Et leur présenter déjà le parcours. Ce qui a déjà été fait. Tout simplement. Pour les motiver. On peut que vous souhaiter du courage sur le plateau du grand rendez-vous, mais là, ce dont nous, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on ne devient pas activiste, mais pour ceux qui ont quand même la fibre et qui veulent quand même se lancer, vous leur donnez quel conseil? Et ce sera la dernière question. D'accord. Alors, ce que je veux dire à ces personnes-là, eh bien, c'est de se cultiver d'abord, de se cultiver en matière de droit et ensuite de se spécialiser. Il ne sert à rien de partir dans tous les sens, sinon c'est difficile après pour les gens de vous suivre. Choisissez ce qui parle à votre cœur. Si vous pensez que lorsque vous voyez un mendiant, vous avez plus pitié de lui que d'une femme qui est en train de trimer, alors n'essayez pas d'aller là où va la mode, allez là où va votre cœur, parce que plus vous laisserez parler votre cœur et plus vous serez convaincant. Donc vous vous cultivez,
vous étudiez la loi et maintenant vous attendez, soit vous passez à l'action en créant quelque chose vers ces personnes-là, ou bien vous attendez qu'un événement se produise dans votre société et voilà, vous vous lancez. Merci beaucoup à vous, Ariane Adjolong. Merci d'avoir vous. accepté notre invitation. Merci Ancienne beaucoup. journaliste, technicienne supérieure de l'action sociale, consultante en marketing social. Bien également. sûr, c'est cela. Merci beaucoup d'avoir Merci, accepté notre c'est moi. invitation. C'est moi. Vous allez rester avec nous le temps de suivre Ulvaeus Balogun depuis la rédaction de BB24. Avec lui, c'est l'actualité. Il est 19h45 sur le Grand Rendez-vous. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de rester fidèle au programme de BB24. Voici le sommaire. Bientôt, l'édification au Bénin du Centre international de recherche au changement climatique, un projet porté depuis la COP22 et dont les objectifs ont été présentés à la COP24 en Pologne. De nombreux hommes d'affaires chinois ont établi à Cotonou un pont de partenariat en vue de promouvoir les échanges commerciaux entre la Chine et le Bénin. Quatre Béninois sur 10 utilisent aujourd'hui les services financiers numériques qui étaient pratiquement inconnus du public il y a 5 ans. Avec l'avènement de la monnaie électronique au Bénin, la finance digitale devient la clé du développement économique. Je le disais dans les titres, le Bénin va abriter bientôt le Centre international de recherche au changement climatique. C'est une idée émise à la COP22 par le Bénin. Aujourd'hui, presque tous les pays africains présents à la COP24 ont soutenu l'initiative. Et d'ailleurs, 2 communications ont été données au stand de la francophonie par la délégation béninoise à Katowice pour mieux faire comprendre le projet, ses objectifs et ses perspectives. Images et sons avec William Tchoki depuis la Pologne. Abriter un centre international de recherche pour une agriculture résiliente au changement climatique. Une volonté portée par le président Patrice Talon, c'était à la COP22 à Marrakech, au Maroc. 2 ans après, cette volonté a grandi. Elle est partagée par tout le groupe africain et même les bailleurs de fonds à la COP24 de Katowice. Une agriculture intelligente qui intègre toutes les couches de la société. Les responsables en charge du projet au ministère du cadre de vie, les chercheurs des universités du Bénin l'ont exposé une fois encore à la demande de toute la communauté africaine très intéressée par l'initiative. Ce que le Bénin met déjà en place, 50 hectares, je crois que ça fait 700 000, ça fait fois 10 000 mètres carrés, d'accord, que le Bénin met déjà en place et dans une vallée, celle la plus riche. Et dans cette vallée, justement, nous avons déjà un projet avec la FAO qui parle déjà de résilience des communautés de cette vallée, un projet qui est soumis aujourd'hui au Fonds vert pour le climat, qui nous permet donc de sauvegarder tout ce qui est fonction écosystémique de cette vallée. Le CIRAC est un instrument de mise en œuvre de l'accord de Paris. Il veut lutter contre la sécheresse, la dégradation des terres. Il veut aussi assurer la sécurité foncière. Il met un accent particulier sur une agriculture résiliente au changement climatique. Et comme pour féliciter le Bénin pour ses nombreuses initiatives et actions face au changement climatique, un prix lui a été décerné, le prix pour la forte volonté politique des actions menées par la société civile engagée dans la protection de notre cadre de vie. Merci à vous, William Tchoki. On revient à Cotonou où un forum d'affaires et d'investissement se tient depuis hier en vue du renforcement des relations commerciales entre le Bénin et la Chine. Un pont de partenariat en vue de promouvoir les échanges commerciaux entre les 2 pays, d'approfondir leurs relations commerciales et d'exploiter ensemble les opportunités d'investissement et de coopération dans le sens d'une meilleure intégration de leurs économies respectives. Reportage. La coopération entre l'Empire du Milieu et le Bénin prend une nouvelle allure. Elle vient de se renforcer avec la province de Yunnan au travers de ce forum économique.
des investisseurs chinois venus explorer les opportunités que le Bénin leur offre. Le Bénin et la Chine sont engagés dans une coopération économique et bilatérale, notamment en créant des partenariats entre des entreprises chinoises et des entreprises béninoises pour développer l'investissement chinois dans notre pays. La province de Yunnan, en effet, est une région de plus de 46 millions d'habitants où l'activité agricole est très forte et très diversifiée. L'agriculture contribue à hauteur de 50% du PIB de la province avec une valeur à l'exportation de plus de 2 890 milliards de francs CFA. Il s'agit donc, à travers ce forum, de faire la promotion du Bénin comme destination pour l'investissement. Nous avons ciblé une province qui peut nous aider dans beaucoup de domaines à avancer. Dans le domaine économique, à nouer des partenariats avec nos entreprises et également à trouver des débouchés, des distributeurs dans leur pays. Les Chinois sont intéressés pour investir dans l'agriculture, mettre en place avec nos entreprises un certain nombre de collaborations qui va permettre en fait de développer la production au niveau local et la distribution de nos produits sur les marchés asiatiques. Des opportunités qui ne seraient pas possibles sans la promotion des investissements et des services aux investisseurs, des exportations et des services aux exportateurs et un accompagnement des services d'information économique et commerciale. Dans le nouveau Code des investissements, nous avons prévu d'exonérer de droits de douane l'ensemble des équipements qui vont être importés dans notre pays pour pouvoir produire sur place. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de faire en sorte que la production locale puisse être transformée localement. Et pour qu'elle soit transformée localement, il faut construire des usines. En mettant en place ce dispositif, nous incitons les entreprises étrangères intéressées par nos produits à transformer sur place plutôt que de faire sortir en fait les produits bruts. Si nous arrivons avec nos produits à avoir un marché en Chine au niveau de la distribution, je pense que les producteurs béninois peuvent rêver d'avoir de beaux jours devant eux. Une coopération prometteuse en perspective entre le Bénin et la province de Yunnan pour le bonheur des investisseurs chinois et béninois. On parle à présent de la finance digitale, un nouveau concept de service financier grâce auquel la présence physique d'un citoyen n'est plus indispensable pour effectuer des transactions financières depuis son compte bancaire ou compte mobile. Et pour mieux comprendre la finance digitale, des professionnels des médias se sont appropriés les notions et les comptes clés de cette révolution numérique. Reportage. Pendant longtemps, les sociétés bancaires sont perçues par une frange de la population comme l'apanage des personnes nanties. Une perception que la révolution numérique vient démystifier. Désormais, même depuis son lit dans son village, les populations peuvent bénéficier des services bancaires et autres structures de placement d'argent via les téléphones mobiles. D'où le concept de la finance digitale. La finance digitale concerne tous les services financiers numériques qui utilisent un support technologique. La finance digitale, une innovation numérique dont la pratique régulière permet d'accélérer l'inclusion financière des populations vulnérables des pays moins avancés. Un objectif que la BCEAO s'est fixé d'atteindre d'ici 2020. L'inclusion financière, c'est le fait de permettre à des populations qui sont généralement exclus du système bancaire classique, d'accéder à des services financiers numériques et de pouvoir utiliser ces services de façon très efficace, mais également à des coûts abordables et de manière efficiente. Quand on analyse aujourd'hui les statistiques, effectivement, le Bénin est un peu dans une position intermédiaire au niveau de la sous-région. Mais il faut insister sur le boom qu'il y a eu au niveau du Bénin. En 2014, par exemple, 2% de la population adulte utilisait les services financiers digitaux de façon active. Aujourd'hui, on est à plus de 33%. Et ce boom fait partie des plus significatifs au niveau de la sous-région. Donc, clairement, il y a des perspectives au niveau du marché béninois. Bien évidemment, il y a des défis. Et nous travaillons à relever ces défis ensemble avec les acteurs de l'écosystème. L'accès aux services financiers ou inclusion financière via les nombreux services des réseaux de téléphonie mobile fait désormais partie des priorités des décideurs politiques, des organismes réglementaires et des organisations de développement du monde entier. D'où cette formation des médias sur le concept et l'importance de la finance digitale.
Nous avons tenu à leur faire cette formation-là pour à la fois renforcer leurs capacités, mais également les positionner en tant que relais d'information pour pouvoir passer des messages clés au sein des populations et leur faire comprendre que les services financiers numériques sont accessibles à tous, sont pour toutes les parties de la population et que c'est le meilleur moyen qu'on a aujourd'hui d'augmenter l'inclusion financière dans des pays comme le Bénin qui fait partie des pays les moins avancés. Alors cette science nous a permis d'abord de faire un peu de la pédagogie en matière de finances digitales, des terminologies, des expressions clés. Et après ça nous a aussi permis de comprendre un tout petit peu le mécanisme de la finance digitale et aussi de comprendre quelles sont les statistiques au Bénin, dans la sous-région. Avec cette séance d'information, on nous a expliqué ce que c'est que la finance digitale, et ce qu'on peut faire avec la finance digitale, les avantages. Je pense qu'avec ça, aujourd'hui, je suis bien aguerri par rapport à la finance digitale et par rapport à l'éducation financière. Ce service est accessible à tout le monde, surtout aux populations à la base. Selon les chiffres de la BCEAO, le Bénin a connu une évolution croissante de son taux d'inclusion financière numérique, passant de 7% de la population adulte en 2015 à plus de 31% en 2017. Ce taux d'inclusion financière numérique a légèrement dépassé celui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, qui était de 30% à fin 2017. En nouvelle brève à présent, l'économie nigériane devrait enregistrer une croissance de 2% en 2018 et de 3% en 2019. Selon des chiffres dévoilés le 10 décembre par le Bureau national de la statistique, le produit intérieur brut du pays le plus peuplé du continent a affiché une hausse de 1,81% au troisième trimestre 2018 comparativement à la même période de 2017. Le PIB du Nigeria avait déjà enregistré une croissance de 1,5% au deuxième trimestre 2018 et de 1,95% durant le premier trimestre. Largement dépendante des hydrocarbures, l'économie nigériane a commencé l'an dernier à sortir de la récession dans laquelle elle avait sombré en 2016, mais le rythme de la reprise demeure relativement lent. La Banque allemande de développement a accordé un prêt de 9,8 milliards de francs CFA au Cameroun pour la première phase de modernisation du système d'information, en l'occurrence la digitalisation des systèmes de paiement de la Direction générale des impôts. À travers ce financement, la DGI devrait notamment poursuivre son programme de la télédéclaration dans les centres des impôts des moyennes entreprises ainsi que le développement du système Mobile Tax, une digitalisation des systèmes de paiement devant prendre le relais des règlements en espèces qui occasionnaient un manque à gagner pour le trésor public à cause des tripatouillages des agents du fisc. Au bout du compte, la DGI s'attend à une amélioration substantielle des recettes fiscales. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le grand rendez-vous se poursuit. Bien sûr que le grand rendez-vous se poursuit. Merci beaucoup à vous, Ulvaeus Balogun, pour la présentation du journal. On va se retrouver vendredi prochain, pourquoi pas. Mais avant cela, vous allez passer le week-end avec les téléspectateurs. C'est ça, hein, oui, William? Tout à fait. Nous allons passer le week-end en présence des téléspectateurs pour le journal. On sera à la maison et puis on va vous suivre, tout simplement. Allez, bonne soirée à vous, Ulvaeus Balogun. À vendredi, sur le grand rendez-vous. Avec vous, chers téléspectateurs, nous allons élargir cette fois-ci l'actualité à la toile, bien évidemment. C'est à travers l'ActuWeb. Forum sur la coopération économique entre le Bénin et le département de Yunnan en Chine, les opportunités d'investissement ont été passées au peigne fin. C'était ce jeudi 13 décembre à Cotonou, nous rapporte le site La Nation. Le forum fait suite à la signature d'un mémorandum stratégique d'entente entre le gouvernement béninois et les autorités chinoises en septembre dernier. Les deux parties se sont alors retrouvées pour échanger sur les opportunités d'investissement qu'offrent les deux pays. Ceci afin de concrétiser les intentions de coopération économique et commerciale.
Une délégation de 20 investisseurs provenant de 11 entreprises de Yunnan était présente. À l'occasion, les facilités d'investissement au Bénin leur ont été présentées. Ils ont quant à eux exposé les opportunités d'échange qu'offre leur structure. Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, il s'agit d'un engagement de la Chine à accompagner le Bénin dans ses efforts pour le développement. Washington dévoile sa nouvelle stratégie pour l'Afrique. Le projet a été présenté ce jeudi 13 décembre par John Bolton, ancien conseiller à la sécurité. L'administration américaine entend revoir l'aide qu'elle accorde au continent. Les financements seront désormais conditionnés par les résultats qu'ils promettent d'obtenir. Le conseiller à la sécurité nationale a également remis en cause les missions de maintien de la paix de l'ONU, en particulier celles qui s'étendent sur de nombreuses années. John Bolton entend réévaluer le soutien américain à ces missions. Toutefois, il s'insurge contre l'attitude de la Chine et de la Russie en Afrique. La Chine a recours à des pots de vin, à des accords opaques et à l'utilisation stratégique de la dette pour maintenir les États d'Afrique captifs des exigences de Pékin, affirme John Bolton. Sur le site RFI qui a publié cette information, nous pouvons lire qu'il accuse aussi Moscou de corruption. Terminons avec cette information sur François Hollande et sa compagne Julie Gaillet. L'actrice parle de son histoire d'amour avec l'ex-président français. Elle affirme avoir des sentiments forts mais n'a rien voulu sacrifier. C'est dans les colonnes du magazine Elle en kiosque ce vendredi 14 décembre qu'elle s'est confiée. Julie Gaillet est revenue sur son choix de ne pas se positionner en tant que première dame lorsque François Hollande était à l'Élysée. En ne prenant pas cette place de femme d'eux, je crois que les Français ont compris ma position, explique-t-elle. Elle ajoute que la séparation des rôles ne les empêche pas de se soutenir dans la vie privée. Julie Gaillet confie également qu'elle avait besoin de légèreté après des mois compliqués. Elle assure vivre les mêmes règles aujourd'hui. Je ne parle pas de ma vie privée, pas de politique, c'est la seule façon de respecter mon travail, de me protéger et de vivre notre histoire d'amour, a-t-elle conclu. C'est sur cette information que nous mettons un terme à la revue web de ce jour. À bientôt. Bien sûr, à bientôt. Jennifer Sativi, merci pour la présentation de l'Actu Web. Place à présent à la météo pour annoncer la fin de ce grand rendez-vous. Allez, c'était donc le grand rendez-vous. Merci beaucoup à tous de l'avoir suivi. C'était un plaisir. C'est un numéro annonciateur du week-end. Je vous le souhaite très très beau et merveilleux, pourquoi pas. À lundi pour un nouveau départ. Ciao.